Bonjour à tous. Bonjour Eric, oui, le micro marche bien. Du coup, voilà, comme le disait Alexis, je vous prie d'accueillir un monument de l'écosystème crypto, Eric Larchevêque. Bonjour Eric. Vous êtes notamment cofondateur et ancien PDG de Ledger. Oui. Et c'est drôle parce qu'on est ici au Palais Brognard et à 800 mètres, il y a le 35 rue du Caire. Et c'est là qu'en 2014, vous avez ouvert la maison du Bitcoin, qui est, je crois, votre premier projet crypto. Et vous avez eu une bonne intuition, hein, on peut le voir aujourd'hui avec cet événement organisé par la DAN. À l'époque, vous étiez persuadé qu'il fallait être présent sur ce marché. Quelle était votre vision de Bitcoin et du marché il y a bientôt maintenant 10 ans? Alors, c'est en 2013 que j'ai croisé la route du Bitcoin et après quelques jours, quelques semaines pour bien comprendre, j'ai été frappé par la foudre et j'ai vu que c'était une double révolution, une première révolution technologique qui permet d'échanger des tokens ou des informations des valeurs de manière décentralisée sur Internet grâce à la blockchain sans tiers de confiance, et une deuxième révolution plus monétaire qui permet, avec cette première révolution technologique, de faire une monnaie dont la banque centrale en réalité est un algorithme, et donc avec des potentiels absolument incroyables. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose dans ce domaine, mais comme je savais pas quoi faire, je me suis dit on va ouvrir un espace à Paris dans le centre et on va appeler ça la maison du Bitcoin et on verra bien. Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Et 10 ans après, ce qui est devenu ce marché, ce qui est devenu Bitcoin, ce qui est devenu le marché crypto dans son ensemble, est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez ? Alors oui, j'avais pas de doute sur le fait qu'on aurait plein de grandes conférences sur le sujet. La seule question que j'avais, c'était dans combien de temps ? Et je pense que c'est allé plus vite que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait mettre... j'étais pas spécialement extrêmement optimiste. Je me disais qu'on allait parler en dizaines d'années. Et donc là, au bout de 10 ans, quasiment, donc on est déjà arrivé, je pense, à une maturité du marché assez importante. Donc j'ai été finalement agréablement surpris par la vitesse à laquelle ça s'est développé. Alors évidemment, quand on se développe vite, il y a des accidents. On en parlait tout à l'heure. Et donc le marché a été quand même pas mal secoué. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est arrivé, je pense, à un niveau de maturité qui est bien supérieur à ce que je pensais. Mais c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour Ledger, paradoxalement, Bitcoin n'a pas toujours été votre meilleur allié, en tout cas en ce qui concerne les levées de fonds. Si on reprend l'exemple en 2017 avec la Maïf, je crois qu'il valait mieux pas parler de Bitcoin, il valait mieux parler de blockchain. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors non, aujourd'hui on a dépassé le blockchain bullshit, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de dire qu'on fait de la blockchain, que la blockchain c'est génial, mais que le Bitcoin ça sert à rien. Je pense que le niveau en fait d'analyse de ces technologies maintenant est quand même assez élevé. Et on est capable de parler du Bitcoin, de token, sans que tout de suite on revienne sur les poncifs du blanchiment, de financement du terrorisme ou de la pyramide de Ponzi. Donc on est quand même passé à un autre niveau. C'est vrai qu'à l'époque c'était compliqué. On faisait du Bitcoin. La plus grande difficulté qu'on avait, c'était d'ouvrir un compte en banque. Toutes les banques avaient fermé nos comptes et en fait le plus gros problème qu'on avait, c'était ouvrir un compte pour pouvoir tout simplement opérer. Et ça, c'était de toute façon une des grandes difficultés que tous les acteurs du Bitcoin et de la crypto avaient remonté. Et donc l'objectif ensuite du législateur, c'était de pouvoir encadrer, de permettre aux banques d'ouvrir des comptes. Donc ça s'est évidemment amélioré, même si on n'est pas encore arrivé, je pense, au bout. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant, pour lever des fonds, on n'est plus obligé de passer 30 minutes à expliquer Bitcoin avant de passer aux choses sérieuses. Il y a quand même, encore une fois, aussi une élévation du regard technologique. Il y a des fonds Web3 qui existent. Donc la situation est bien meilleure. Et maintenant, quand on pitch Ledger, on n'a plus besoin de raconter qu'on fait de la blockchain pour les entreprises. Ça c'était vraiment 2016-2017. Maintenant, tout ça, c'est révolu. Donc un bon step a été passé. Et dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs du Web3, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Quels conseils vous auriez à leur donner pour lever des fonds aujourd'hui dans Web3, dans le contexte actuel ? Déjà, il va falloir être patient parce que on est un peu dans un bear market, mais pas seulement au niveau du Web3. C'est aussi un bear market économique. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, Web3 ou pas, pour lever des fonds, c'est beaucoup plus compliqué avec la hausse des taux, le ralentissement économique. Il y a beaucoup moins de liquidités et c'est plus difficile de pouvoir trouver des investisseurs. Donc, il faut s'armer de patience. Il faut aussi privilégier la marge, la rentabilité, faire très attention au cash parce que en fait, il faut s'armer de patience pour pouvoir survivre et vivre le plus longtemps possible. Et ensuite,
Si on parle plus particulièrement du Web3, si on veut convaincre un investisseur, il y a les projets qui sont plutôt basés sur du protocole. Donc là, c'est vraiment, il faut faire confiance à ces ingénieurs et vraiment miser tout sur la partie technique. Mais si par contre, on est plus sur des projets d'usage, là où il faut convaincre, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Là, dans tous les projets Web3 que je peux voir, c'est toujours cette question d'adoption, d'expérience utilisateur. Comment je fais pour faire en sorte que ce soit le plus facile possible? Comment je fais en sorte de faire disparaître en fait le Web3 et que ce soit plus la barrière à l'entrée pour l'utilisateur. Et ça, je pense que ce sont les sujets principaux à adresser pour pouvoir convaincre les investisseurs au-delà des aspects vraiment purement technologiques. En parlant d'expérience utilisateur, qu'est-ce qui pour vous fera exploser, sortir la blockchain au grand jour de manière plus large que ce qu'elle est aujourd'hui? Alors, c'est vraiment... Donc, l'éthos du Bitcoin, de la crypto, c'est la décentralisation. Le Web3, l'intérêt du Web3, c'est la décentralisation, de remettre l'utilisateur au centre de l'équation, de lui donner de la gouvernance, de lui faire partager la valeur des projets. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un niveau de décentralisation. Cependant, aujourd'hui, on le voit, c'est compliqué d'avoir un wallet décentralisé parce que il faut créer quelque chose, il faut ensuite sécuriser les backups. Aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est vraiment de se dire, OK, pour la plus grande barrière à l'adoption, je pense, si on veut un web décentralisé, c'est de pouvoir résoudre la problématique de la gestion en fait de ces fonds avec la notion de la clé privée. Et du reste, dans la stratégie de Ledger, pour passer en fait l'idée dans les années qui viennent, c'est pas on a vendu 6 ou 7 millions de devices, de produits, c'est pas d'en vendre 5 de plus ou 10 de plus, c'est comment on fait pour en vendre 100 millions de plus. Et là, il faut qu'on résolve ce problème d'adoption qui est la gestion de la clé privée du backup. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler de ce qu'on a essayé de faire avec le Ledger Recover. Ça nous a explosé à la figure parce que c'est arrivé sur le marché de manière non contrôlée. Et ça a déclenché un gros bad buzz. C'était quoi l'idée derrière? C'était justement d'aller vers plus d'adoption? Oui. Alors, évidemment, c'est fait pour faire plus d'adoption. Et l'idée, c'est, donc, vous savez tous ce qu'est un hardware wallet. Lorsqu'on crée son compte, on a un backup. On doit noter 24 mots sur un bout de papier. Et là se pose la question de comment je fais pour gérer ce bout de papier, comment je fais pour le transmettre à quelqu'un si j'ai un problème, comment je fais pour le sécuriser. Et nous, on s'est dit, on va mettre en place une sorte de solution bien pensée, sécurisée, qui va permettre de résoudre ce point-là, comme si on ajoutait un mot de passe oublié en quelque sorte, avec pour objectif de retirer ce problème en fait, pour les gens, pour qu'ils puissent facilement passer à la décentralisation. Et lorsqu'on a annoncé ce produit, ou plutôt lorsque vraiment les gens se sont dit « Ok, c'est là, et qu'est-ce que c'est ?» Comme ça a été annoncé de manière maladroite, un peu par accident, parce que c'est sorti par des logs, des trucs un peu techniques, et alors que quelques jours avant, alors que normalement on aurait dû expliquer avant comment on allait faire, eh bien les gens se sont dit « Mais en fait, Ledger nous ment depuis le début, s'ils sont capables de faire un backup depuis leur device, ça veut dire que la clé, elle peut sortir et donc qu'elle n'est pas sécurisée. » Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus. La réponse courte, c'est que non, c'est sécurisé. En fait, le débat technique, c'est très compliqué de faire un débat technique sur Twitter quand les gens qui ne savent pas grand-chose pensent être des experts sur le sujet. Mais ça se voit surtout des vaccins, de l'Ukraine et après la gestion des clés privées. Donc, on a essayé de gérer ça, mais c'est jamais facile. Mais surtout, ça montre qu'on touche à des points sensibles de la sécurité des fonds. Quand les gens achètent un ledger, un device, c'est vraiment pour apaiser leur esprit. Ils se disent, j'ai quelque chose, c'est géré, j'ai plus à m'en parler. Comme on a remis sur la table le fait que, bah oui, la clé privée, peut-être qu'on peut aller l'extraire pour aller la sécuriser ailleurs, ça a fissuré en fait cette notion. Et les gens, en fait, ont réagi de manière extrêmement violente pour certains, qui brûlaient leur device Ledger, qui le filmaient, qui le jetaient à la poubelle. Enfin, c'était vraiment très violent. Mais parce qu'on voit à quel point la communauté crypto prend les choses au sérieux. Et on voit aussi le problème philosophique de cette communauté qui parfois veut construire et dit il faut de l'innovation, il faut qu'on arrive à avoir plus d'adoption. Et puis quand on arrive avec des solutions qui gardent la décentralisation, mais en rajoutant une couche, une sorte de couche de centralisation via, par exemple, l'assurance pour pouvoir protéger ses fonds.
bon, bah, l'accueil est un peu glacial, et donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est plus une question philosophique, c'est-à-dire que là, en prenant cette option Ledger Recover, on se rapproche plus d'une plateforme centralisée du coup? Alors, on reste décentralisé, mais il y a un moment de centralisation qui dit que si vous avez perdu votre mot de passe, enfin votre backup, eh bien, vous pouvez faire une preuve de qui vous êtes, donc ce qu'on appelle le KYC, que vous connaissez tous, et à partir de là, on peut reconstruire la clé en allant voir différents acteurs qui ont chacun un bout de la clé. Donc oui, il y a une forme de centralisation, puisque quelque part, il y a aussi une assurance. On dit, attendez, si on se trompe sur le KYC et qu'on donne la clé à quelqu'un alors qu'on ne devait pas, s'il y a Tom Cruise avec son masque et tout qui arrive et qui se fait passer pour vous, parce que c'est des vérifications quand même de très haut niveau, hein, c'est pas juste je monte ma carte devant une caméra, donc l'intelligence artificielle, tout ça, ça marche pas. Mais admettons, eh bien, il y a une assurance derrière. Et en fait, ça crée forcément un élément de centralisation, mais personne ne peut toucher les fonds. C'est donc comme si on avait un système bancaire avec tout ce qui va bien en matière de sécurité, de je me pose pas la question, qu'est-ce qui se passe si je passe sous un bus? Eh bien, on peut faire une succession, les cryptos peuvent aller ailleurs, etc. Ça peut être géré au niveau de la vie civile, mais en même temps, cette banque-là, entre guillemets, qui n'est pas une vraie banque, il ne faut pas utiliser le mot banque, bien sûr, ne peut pas du tout accéder aux fonds. Donc, on est quand même dans une décentralisation. Et je pense que pour arriver à une adoption globale, on sera obligé de passer par ce type de moyens. Et je pense que c'est toujours mieux que de passer par une recentralisation totale en se disant, bon, bah, en fait, on passe tout par Binance et tout est chez Binance ou un autre, parce que ça ne peut qu'à un moment ou à un autre créer des problèmes catastrophiques. Enfin, il peut y avoir des catastrophes. Alors, l'adoption justement du Bitcoin et des cryptos de manière plus générale est de plus en plus forte, cycle après cycle. On a eu un cycle aussi en 2014, un autre en 2017, un autre en 2020, 2021. Est-ce qu'il y aura selon vous un autre cycle haussier, et si oui, à quoi il va ressembler? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois, pas mal de tempêtes. Est-ce qu'il sera plus mature? Est-ce qu'il sera différent des autres? Alors, il y a des cycles. Alors, c'est pas parce qu'il y a des cycles avant qu'il y aura des cycles après, ça, c'est complètement chaotique. Cependant, il y a quelque chose qui est inscrit dans le code de Bitcoin qui est le halving, tous les 4 ans. Le nombre de bitcoins qui sont émis est divisé par 2 et traditionnellement, enfin historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un halving, il y a eu un intérêt qui se met sur le bitcoin parce qu'on se dit on va en extraire moins. Et donc, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Moi, je suis assez convaincu que mi-2024, c'est là où il y aura le prochain halving, qui arrive donc dans un peu moins d'un an, il va y avoir à nouveau un cycle haussier. Et je pense que ce cycle haussier peut être catalysé par des éléments extérieurs géopolitiques qui peuvent faire en sorte que ce cycle soit vraiment extrêmement important en dépassant largement les 100 000 $ de valeur du Bitcoin. Pourquoi? Déjà, il y a les ETF, beaucoup d'ETF, dont celui de BlackRock, qui ont été mis en route. Et il y a aussi un certain nombre de candidats, enfin si on regarde par le prisme des États-Unis et des élections américaines de 2024, il y a quand même un certain nombre de candidats qui ont leur chance, comme DeSantis ou Kennedy, Robert Kennedy Jr., qui sont vraiment pro-crypto et qui veulent, par exemple, le Robert Kennedy Jr. a dit qu'il allait rajouter des réserves de Bitcoin pour adosser ça à la valeur du dollar. Donc ce genre de... Ça passera par la politique? Ça peut passer par la politique, forcément. Moi, j'ai toujours cru que le vrai la prochaine étape qu'on franchira avec le Bitcoin, c'est le jour où les États utiliseront le Bitcoin en réserve stratégique. Et pour moi, c'est inéluctable que ça va arriver. Donc la seule question, c'est quand. Mais le jour où ça va arriver, on va passer un cap. Et là, avec les ETF, pourquoi est-ce que c'est important de voir BlackRock qui fait un ETF ou qui dépose un ETF, qui veut en mettre un? Alors certes, c'est parce que ça va rajouter de la liquidité, certes parce que ça va permettre à des fonds de retraite américains de pouvoir investir dans le Bitcoin et donc ça va faire de la pression à l'achat. Donc ok. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est pas ça. C'est le fait que des entités comme BlackRock et d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls, qui sont des entités extrêmement puissantes et qui quelque part font un peu la pluie et le beau temps au niveau des médias américains internationaux, eux, ils vont pousser leur ETF, ils veulent que ça marche, ils veulent en vendre. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va voir de plus en plus d'articles dans les médias qui poussent un narrative, une histoire autour du Bitcoin positive. Ça va labelliser le Bitcoin, entre guillemets? Oui, ils vont mettre au service, ils vont mettre la puissance de leur lobby au service du Bitcoin. Parce que forcément, ils vont pas faire en sorte qu'il y ait des articles débiles sur le Bitcoin qui disent que c'est nul, etc. Alors évidemment, il y aura toujours de la critique et c'est bien, mais on va voir de moins en moins d'articles à l'emporte-pièce qui disent que le Bitcoin va détruire la planète et le climat, et de plus en plus,
le Bitcoin est une chance pour les énergies renouvelables. Vous allez voir, ça va changer. Et donc ça va forcément avoir un impact sur la vie politique. Ça veut dire que quand des candidats vont se dire « ouais, quand même, le Bitcoin, c'est quand même un vrai sujet bipartisan qui est intéressant, puisque c'est aussi bien les démocrates que les républicains qui s'y intéressent. » Ça touche les électeurs, c'est un vrai sujet pour les électeurs, surtout si derrière, on en parle dans les médias, etc. Et donc, ils vont se dire « bon, on va être pro-Bitcoin et pro-crypto ». Et donc forcément, ça a un impact. Et qu'est-ce que ça veut dire à terme, à plus long terme? C'est qu'un jour, on retrouvera du Bitcoin, de la crypto dans les réserves stratégiques américaines ou d'autres pays. Et là, on aura atteint un sacré niveau de maturité parce que derrière, ça veut dire qu'au niveau aussi réglementaire, législatif, technologique, de gestion, de gardiennage des bitcoins et des cryptos, etc., on aura vraiment passé des niveaux. En 96, vous créez votre première société qui était dans le web. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les mêmes critiques, les mêmes réticences ou le même niveau d'incompréhension que par rapport au Web3 aujourd'hui? Oui, à moindre mesure, en France, parce qu'on avait le Minitel. Moi, je me rappelle très bien, en 96, quand je parlais d'Internet, on me répondait « non, mais c'est bon, on a le Minitel, ça sert à rien, ton truc, là. » Donc, je t'expliquais « bah oui, mais Internet, c'est comme le Minitel, mais en couleur, et ça va plus vite. » Et donc, il y avait, et de toute façon, c'est connu, que la France a pris du retard sur le web à cause du Minitel. Bon, aujourd'hui, je pense que la défiance qu'il peut y avoir sur le Web3 me semble quand même plus importante. C'est-à-dire qu'il y avait quand même peu de personnes qui disaient que Internet, ça allait pas marcher. Enfin, il y en a qui l'ont dit, évidemment. Il y en a même qui a mangé son article parce qu'il avait publié qu'Internet ne survivrait pas, que c'était juste une mode. Ça, il y en avait que quelques-uns. Sur le Web3, le Bitcoin, c'est beaucoup plus critique. Ça l'est de moins en moins. Ou si c'est critique, en tout cas, on a augmenté le niveau de discussion. On n'est plus sur Ponzi, mais sur des choses quand même beaucoup plus intéressantes. Mais par contre, oui, je pense que, en tout cas, il a fallu ramer. Maintenant, ça va mieux, mais 2015, 2016, 2017, comme on parlait tout à l'heure, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Et si on devait faire un parallèle par rapport aux années Internet, là, on est où? On est plutôt en 2004-2005, dans un univers de désillusion après la bulle Internet où il se passait plus grand-chose? Oui, ça peut être ça. C'est-à-dire que... Et là, il nous manque l'iPhone. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est reparti en 2009 tout l'univers des startups est reparti quand on a eu l'iPhone, Android, les apps. Ça a créé un nouveau boom, plein de startups, plein de capitaux et c'est reparti. Là, il y a un petit peu, pas une désillusion parce que ça bosse. Je pense que la grande différence par rapport au bear market précédent, c'est que là, tout le monde continue de construire, de bosser. Il n'y a personne qui se dit non mais c'est terminé, c'est la fin. En tout cas, dans les ingénieurs, de ceux qui construisent, ça construit. Et donc, c'est pour ça que je pense que quoi qu'il arrive, ça va repartir. Est-ce qu'il va falloir je ne sais pas quel va être l'iPhone, hein, j'espère que c'est le Ledger Stacks quand il sortira. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ça reparte bien et fort. On parlait du prochain cycle à venir. Est-ce que c'est possible qu'on assiste au flippening, qui est le fait que Ethereum dépasse en termes de capitalisation Bitcoin? Alors moi, j'y crois pas une seconde. Pour moi, non. Alors, c'est pas que je suis contre Ethereum, je suis pas un Bitcoin maximaliste, mais pour moi, ça répond à des problématiques différentes. Et Bitcoin répond à un problème civilisationnel. Donc c'est bien plus profond et puissant que ce qu'apporte Ethereum, qui est aussi bien évidemment nécessaire. Et donc je pense que Bitcoin ne peut pas être remplacé et que dans 20 ans, Bitcoin sera toujours là et prendra une place de plus en plus importante. Sur Ethereum, il faut qu'il y ait un Ethereum. Est-ce que Ethereum sera remplacé par autre chose de technologiquement plus avancé? Peut-être, enfin je ne lui souhaite pas, encore une fois, j'ai rien contre Ethereum, mais pour moi il est évident que Bitcoin joue un rôle tellement plus important et profond qu'il ne pourra jamais se faire remplacer ou dépasser par Ethereum en market cap. Peut-être que ça arrivera à un moment sur un truc technique, mais ça ne durera pas longtemps. Vous avez créé la maison du Bitcoin, vous auriez pu créer la maison d'Ethereum? Non, je ne pense pas, parce que moi ce qui m'a vraiment amené vers Bitcoin, c'est cette notion monétaire. C'est cette notion de décentralisation et de redéfinir une monnaie. Et pour moi, Bitcoin, c'est une monnaie. Quoi qu'on dise, enfin voilà, on ne va pas faire un cours de régulation et je sais bien que c'est pas une monnaie d'un point de vue législatif, mais Ethereum, ça ne l'est pas, ça n'a pas été créé pour ça. Pour autant, Ethereum, c'est évidemment passionnant de pouvoir avoir des entreprises décentralisées, des DAO, enfin c'est absolument incroyable et c'est génial. Mais moi, je suis beaucoup plus attaché à la version monétaire et donc au Bitcoin. Donc Bitcoin, au-delà d'une monnaie, c'est carrément un projet de société pour vous?
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un outil qui va permettre de redonner de la liberté à tous les citoyens du monde, hein, pour prendre une formule un peu idiote, mais oui, c'est un élément de liberté fondamentale. Je pense que toute personne sur Terre a le droit et même le devoir et le besoin de pouvoir posséder en fait son propre argent et que personne ne peut venir lui prendre. Et c'est vraiment le cash sous le matelas. Et ça, c'est un droit fondamental. Et je pense que le Bitcoin répond à cette problématique. Et on a besoin d'avoir un Bitcoin. Et aujourd'hui, Bitcoin est tellement parfait de ce côté-là que je ne vois pas pourquoi il serait remplacé par autre chose. Et donc, c'est pour moi que c'est inéluctable que Bitcoin sera encore là pour des générations à venir et que ce n'est pas juste une mode, un machin, un bidule. C'est un changement profond et une chance pour la société dans son ensemble. Vous avez cofondé l'ADAN qui organise cet événement aujourd'hui. Pour vous, quel est votre regard sur l'industrie crypto en France et après plus largement en Europe? Où est-ce qu'on en est là? Je trouve qu'en France, on s'est très bien développé et je pense que la France est vraiment un côté leader en Europe, en partie grâce à la régulation. Moi, j'ai toujours pensé que la régulation, c'était quelque chose de bien et c'est pas que je suis pro-régulation à outrance, etc. Mais sans régulation, on ne peut pas avancer. Parce qu'on a besoin de créer un cadre, on a besoin de pouvoir rassurer des partenaires, on a besoin de construire. Et donc, il est nécessaire d'avoir un texte qui soit évidemment bien pensé. Et c'est pour ça que l'ADAN joue un rôle important. Le but, c'est qu'à la fin, on ait une régulation des textes de loi qui soient applicables, utiles et qui soient écrits par des personnes qui comprennent bien les enjeux. Et à partir du moment où on a ça, c'est super. Et je pense que la France est vraiment en avance dans ce domaine-là et montre en fait la bonne direction au niveau européen. Et donc que l'Europe aussi, dans son ensemble, prend un avantage stratégique très important sur les États-Unis qui sont là en train de se tirer une balle dans le pied. Moi, je rigole, hein, je comprends. Enfin, je ne sais pas quel est leur véritable objectif. Ils en ont sûrement un pour faire une chose pareille. Mais là, pour une fois, ce n'est pas la France ou l'Europe qui est en train de se faire pipi dessus. C'est incroyable de voir que ce sont les Américains là qui sont en train de tuer la poule aux odeurs et de faire partir, je pense, à terme des cerveaux des entreprises. Et ça, c'est l'Europe qui va en profiter. Et moi, j'en suis ravi. C'est super. Un regard sur ce qui se passe en Asie? Non. Bon, plutôt les États-Unis. Et aujourd'hui, si vous deviez refaire Ledger et que vous pouviez choisir n'importe quel endroit sur le globe, vous iriez où est-ce que est le terreau le plus fertile? Après ce que je viens de dire, c'est un peu évident. Je pense la France, je le referai en France. Alors, au-delà de l'aspect de régulation, pourquoi est-ce que Ledger est en France et pourquoi Ledger sera toujours en France? Et si on devait le refaire, ce sera en France. Parce que Ledger, la technologie fondatrice de Ledger à la base, c'est la carte à puce. Et ça, c'est une invention française, des éléments sécurisés. C'est une technologie qui est vraiment maîtrisée en France, qui l'est aussi en Asie dans un certain point, mais pas du tout aux États-Unis. Donc ça n'aurait aucun sens d'aller construire ça ailleurs. Donc super technologie, très bons ingénieurs avec en plus un environnement de régulation qui va dans la bonne direction. Pourquoi aller ailleurs? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est plus facile d'avoir un partenaire bancaire, par exemple, qu'auparavant? Est-ce que vous aviez l'air de dire que le fait que ce soit régulé, c'est un atout? C'est quoi les grosses différences? Que quand vous avez fondé Ledger, il n'y avait pas ou peu de régulation? Non, il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien. Quelle différence ça ferait aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a un cadre et donc c'est pour ça qu'il y a l'agrément PSAN, l'enregistrement PSAN et ensuite l'agrément. Et normalement, toute personne qui était enregistrée pouvait obtenir un compte en banque. Enfin bon, il y avait un effort qui a été mis en place. Toutes les banques n'ont pas joué le jeu parce qu'il y a encore des banques qui ne souhaitent pas du tout aller sur l'univers de la crypto, qui sont très critiques. Simplement, je pense, par paresse. Pour moi, la seule explication logique que quelqu'un soit fondamentalement contre le Bitcoin et la crypto, c'est qu'il ne l'a pas compris. Moi, je veux bien qu'on le critique, mais quand les gens disent, en gros, ça ne marchera jamais, ça ne sert à rien, c'est du Ponzi, est-ce qu'il y en a encore qui sont à ce niveau-là? C'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de s'y intéresser. Et donc, c'est plus de la paresse intellectuelle qu'une véritable prise de position basée sur un argumentaire solide. Et il y a encore des banques, je pense qu'ils en sont à ce niveau-là et qui donc nous disent non, ça on touche pas, on fait pas. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses et donc aujourd'hui, heureusement, ça a bien avancé dans la bonne direction. Et on a appris aujourd'hui que Forge, la filiale de la Société Générale, vient de devenir la première entreprise agréée et non simplement enregistrée PSAN. Ça va dans le bon sens?
C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà, ça veut dire que c'est possible. C'est possible de le faire. Il y a quelqu'un qui est allé au bout, alors certes, qui a je veux dire, des moyens de savoir-faire, etc. Mais ça ouvre la porte pour plein d'autres acteurs. Donc ce sera un niveau évidemment plus complexe à obtenir que le simple enregistrement. Mais je trouve que c'est très bien. Donc là, ça montre que c'est possible. Et donc ça ouvre la voie. CoinHouse avait été le premier à avoir l'enregistrement. Là, c'est Forge pour l'agrément et on va continuer d'avancer sur ces sujets-là. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème et qu'en plus, ce soit la filiale d'une banque comme la Société Générale. Je pense que ça montre en fait une ouverture d'esprit et surtout une évolution du débat. Une évolution de la maturité du marché qui est juste super. Et moi, donc, je ne peux que m'en féliciter et surtout les féliciter. Et ça envoie, par rapport à ce que vous disiez là, il y a 5 minutes, ça envoie un message aux autres acteurs bancaires qui, par paresse, vous disiez, ne s'y intéressent pas. C'est sûr, je pense que il va falloir qu'ils s'y intéressent, sinon ils vont rester sur le carreau. C'est juste pas possible. De toute façon, le métier de banque va continuer d'exister. Ça, il n'y a pas de sujet. La crypto n'est pas là pour les remplacer. La crypto en général, c'est un back-office, une infrastructure de finance qui est différente, qui est native sur Internet, qui apporte plein de choses, mais on aura toujours besoin d'avoir des interlocuteurs, etc. Donc il y a toujours un niveau de centralisation qui va se recréer pour un certain nombre de personnes. Donc le métier de banquier, de toute façon, qui a déjà évolué, va continuer d'évoluer. Et donc il faut plutôt embrasser la technologie plutôt que de la rejeter. Et donc je pense que les banques vont évoluer aussi là-dessus et qu'il y aura de moins en moins de PDG de grandes banques qui cracheront sur le Bitcoin. Merci beaucoup Eric. Eric Larchevêque, je rappelle que vous êtes notamment cofondateur et ancien PDG de Ledger. Merci beaucoup.